m'être déjà présenté pour ceux qui étaient hier. Donc, je suis le président du Conseil scientifique et technique des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, et j'ai encore réussi à le faire d'une seule traite. Donc, qui est en fait le Conseil scientifique qui a été suscité par le ministère de l'Agriculture, à l'image de ce qui existait pour les chambres d'agriculture et pour la coopération et pour les instituts techniques, pour grosso modo à la fois juger des programmes des organismes nationaux en question. Donc je vous rappelle lesquels c'est, on va commencer par la puissance invitante, la FNCIVAM. On y retrouve également la FIP. Donc je vais essayer de le faire par ordre alphabétique pour choquer personne. Donc la FIP, l'Interafog, la GAIC et Société, les services de remplacement, France Remplacement, là, je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant, ils ont changé de nom récemment, le MRJC et TRAM. C'est facile, TRAM, c'est ceux qui viennent en dernier dans la liste, donc on les oublie moins que ceux qui sont au milieu. La particularité de ces organismes, c'est quand même d'être à la fois assez différents. Hein. Certains ont des missions très ciblées, les services de remplacement par exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on peut y revenir en répondant à la question qui a été posée tout à l'heure? Ce sera peut-être plus cohérent. Pas de problème. Alors quand je me présente, c'est bonne personne, moi je suis enseignant à AgroParité. François Talbot, je suis paysan dans le Finistère éleveur, je ne sais pas si il fonctionne, éleveur en bovin viande. C'est la jeunesse d'action, comme vous pouvez le constater. C'est une des questions que la salle n'a pas soulevé, mais qui viendra en tête, c'est le remplacement de génération dans l'animation des réseaux. Bon, je voulais simplement vous signaler que je suis plus près de la sortie que de l'arrivée. Je fais partie des gens, alors déjà, donc, je crois que c'est Jean-Yves qui évoquait tout à l'heure, ou Denis, qui se sont installés dans les années 70, hors DJA, hors système d'installation. Je fais partie des gens qui, déjà à l'époque, ont créé leur propre ferme, sur des structures qui n'existaient pas. Et Jean-Yves disait tout à l'heure qu'il ne supportait pas le couloir de contention. Je fais aussi partie des gens qui ne supportent même plus la stabulation libre. Et aujourd'hui, depuis 10-15 ans, on s'est engagé dans des démarches d'activité hors de la production alimentaire, même si je continue à produire de la viande. On est quelques-uns à avoir une réflexion sur la production agricole non alimentaire. Ça a été dans les années 90, tout ce qui concernait l'énergie, par exemple des plaquettes de bois, des chaudières. Et puis ça a été avec la création, il y a déjà 10 ans, de la commission AOMR au sein des CIVAM, tout ce qui concerne l'accueil, pas l'accueil touristique, ce sont nos collègues et camarades d'accueil paysans qui sont chargés. Et on a créé une réflexion, mis en place des pratiques de ce qu'on appelle, parce qu'il faut bien trouver un nom, accueil social. Et un certain nombre, par passion, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par passion à pratiquer ce type d'accueil. Donc c'est mon cas. Je fais aussi de la vente directe de ma production de viande. Et je suis administrateur au CIVAM depuis 4 ou 5 ans maintenant. Que dire de plus? J'aurais sans doute pu être administrateur plus tôt. Les CIVAM ont été créés dans le Finistère, région où je suis, par un MAD qui a été chercher les uns après les autres tous les groupes de paysans qui avaient créé leur propre structure pour les fédérer en département. C'est vraiment un travail de MAD, hein, quelqu'un qui connaît bien. Mais on est dans l'historique de la FNCIVAM, pas du Finistère. Non mais ça continue. Ouais, je vais faire court, je vois que tu veux. Merci. Non, je réponds. Merci d'avoir compris. Moi, je ne sais pas pour on avait fait juste une petite boutade. Si je suis resté à la tribune, c'est sans doute que je suis peut-être un de ceux de la transition qui est entre la période des sous à la FNCIVAM et des soutiens politiques affirmés à une période où les CIVAM se structurent à partir des initiatives, des dynamiques de groupe et de ce lien, de cette perception de la demande de la société. Denis Charnière. Bonjour.
Donc moi je fais partie de ces profils de gens installés vers la quarantaine, dont on parlait tout à l'heure, qui ont fait d'autres choses avant l'agriculture. Donc moi j'ai travaillé dans le domaine culturel et puis dans le domaine social, donc j'ai fait un peu le tour. Et donc je suis aujourd'hui maraîchère, donc maraîchère en agriculture biologique dans le Vaucluse, une ferme 100% AMAP, après avoir été ferme de production en circuit long, puis on a fait partie d'une organisation de producteurs, on a fait des marchés, on a là aussi fait le tour des choses, et aujourd'hui, pas très loin de passer la main, enfin moi j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, parce que je suis absolument enthousiasmée par la question des AMAP, pas par les AMAP, mais par la question des AMAP et ce qu'elles posent comme question justement sur qu'est-ce que c'est qu'un échange commercial, qu'est-ce que c'est que le maintien de la biodiversité, qu'est-ce que c'est qu'un revenu décent, etc. Et qu'on n'a pas fait le tour du tout de la question. Qu'est-ce que c'est que la concurrence? Qu'est-ce que c'est que le marché? Enfin bon, plein de questions. Alors, juste une petite précision. Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. J'aime bien tirer des fils sur la coopération. Moi, j'ai commencé ma vie de jeune femme parce qu'à l'époque, on faisait la coopération quand on était un homme et qu'on ne voulait pas faire le service militaire et qu'on était un peu formé, on partait en coopération. Donc moi, je suis partie en coopération, pas parce que j'étais un homme, mais parce que j'étais mariée déjà avec un homme. Et je suis partie en coopération en Colombie. Et la mission, c'était donc d'accompagner les paysans de montagne en Colombie à travailler avec la traction animale. Et ça m'a passionnée. Moi, je n'étais pas donc la coopérante, mais j'étais la femme de coopérante. Et c'est mon deuxième enfant est né là-bas. Et je suivais avec mes gamins dans les petites fermes de la paysannerie colombienne. Et ça m'a marqué à vie. Merci. Les gestes d'enthousiasme, c'est uniquement avec la main gauche pour ne pas éloigner de... Merci. Pardon. Bonjour, Quentin de la Chapelle. Donc je suis en polyculture. Oui, je suis en train de chercher qui je suis, par où je commence. En polyculture, dans un des berceaux de l'agriculture de firme, dans la Marne. Donc on s'est créé en CIVAM en 2008, à un moment où il n'y avait plus de mise à disposition, plus de sous qui tombaient du miracle national. Donc vraiment, qui est l'idée de monter un CIVAM. Tout simplement, je vais reprendre l'idée qu'a développée Jean-Yves Driot tout à l'heure de groupe de développement agricole d'intérêt général. On s'est constitué en CIVAM justement parce qu'on était un noyau d'agriculteurs, notamment adhérents GEDA, d'administrateurs de COP, de petites COP encore, parce qu'il y en a encore quelques-unes, même si moi je n'ai pas trop le choix, je suis dans une COP qui est présente dans plus de 20 pays dans le monde et qui a 120 filiales. Donc voilà, et puis des enseignants, et puis même des salariés d'OPA. Et toutes ces personnes, en gros, et notamment les agriculteurs, enfin la première motivation c'était les agriculteurs, se disaient que ceux qui étaient installés depuis une dizaine d'années, et moi je venais de m'installer, on se disait que de toute façon on ne ferait pas carrière, entre guillemets, si on peut parler de ça, dans ce type de production, dans le modèle d'agriculture de firme, justement, pour reprendre tisser des liens aussi, parce que on se sentait complètement en décalage par rapport à ce que la société attendait de nous, devoir se justifier, des choses qui nous... Et puis moi j'ai mis du temps aussi pour m'installer, je ne suis pas issu de l'enseignement agricole, même si j'y ai travaillé, mais j'ai pas été formé par là, j'ai eu une formation en biologie, et je me suis installé à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, le métier qu'avait fait mon père ne m'intéressait pas. Je recherchais plus un métier où je valorise l'environnement. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'on a constitué le groupe, c'est donc vraiment sur cette notion d'intérêt général et de réfléchir. Avant de m'installer, j'ai travaillé sur un feu programme agriculture durable de l'enseignement agricole qui visait la généralisation de l'agriculture durable dans les formations, qui a été abandonné pour des raisons budgétaires, notamment en 2005. Notamment essentiellement. Au début, la tentative était de se dire, tiens, ça serait bien d'aller... ça a l'air vachement dynamique dans l'Ouest, notamment. Il y a des CIVAM, c'est là que j'ai découvert les CIVAM. Et puis, au
fur et à mesure, en réfléchissant, en se disant, bon, s'il y a vraiment une notion d'agriculture durable à définir, la première chose, c'est peut-être de voir si tu peux la faire dans la ferme familiale. Parce que si on raille de la carte des zones en considérant que l'agriculture durable, c'est juste là où c'est faisable parce qu'il y a de la population, on est la seule région de France à perdre de la population aussi. Donc voilà, on cumule un peu les handicaps. Donc c'est un peu le défi qu'on s'est lancé, un peu utopiste, mais finalement on se rend compte que ça marche. Il y a même un deuxième CIVAM qui a émergé dans la région, il y en a d'autres qui s'intéressent dans des régions limitrophes. Donc voilà, on va essayer de définir une agriculture territorialisée dans un territoire d'agriculture de firme. Merci. Beaucoup de handicap, mais vous vous rattrapez sur le temps de parole. Président ? Bon, alors moi, il va falloir que je fasse court. Donc, Didier Loriot, moi j'ai commencé en agriculture en 1969. C'est vieux ça quand même. Et voilà, ma formation c'est Bac-3, comme disait Coluche. Et j'ai vraiment été formé par les mouvements d'éducation populaire, entre guillemets. On appelle ça comme on veut, on en a parlé déjà hier. Mais enfin, moi, c'est la rencontre et les échanges en collectif qui m'ont permis de progresser. Alors, ça a commencé... j'ai un peu milité syndicalement, la création d'un syndicat dont je ne citerai pas le nom. Je suis passé par la FNAB à une certaine époque, parce qu'engagé en agriculture biologique depuis toujours. Voilà, donc je suis à ce qu'on appelait, je ne sais pas si on dit comme ça, néo-rural. Donc je suis en élevage au vin. En train avec mon épouse a déjà arrêté, mais on est en train de céder notre exploitation en fermage, alors ce qui est difficile à céder quand c'est en fermage, à un de nos enfants, et puis essayer d'installer quelqu'un d'autre. Alors on est assez branché sur l'installation quand même et la transmission. Voilà, on fait une partie de vente en direct, et puis une partie en circuit long. Merci. Si vous voulez me questionner après, on verra. Un ancien néo-rural. Voilà, bien, donc vous avez pris connaissance des témoins qui vont participer à cet échange. Donc on revient à la question de tout à l'heure, qui est maintenant d'actualité, et qui était en gros quel positionnement des CIVAM au sein des zones VAR. Alors on a commencé à avoir un tableau des zones VAR, je pense que c'était pas inutile parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Est-ce qu'il y a des points importants à compléter pour brosser le tableau des zones VAR? Et puis après on passe à la réponse des administrateurs CIVAM, on va dire, pour ce positionnement des CIVAM. Oui, concernant les zones VAR, donc on va les appeler comme ça, c'est vrai qu'il y a deux catégories en leur sein. Il y en a qui ont, on veut dire, des missions thématiques, alors qui sont soit de suivi juridique, par exemple, pour le GAEC et Société, soit d'organiser le remplacement. Et puis il y en a d'autres qui ont, je dirais, des missions plus générales de développement, plus globales. Et ça va depuis certaines parties de tram, pas toutes, jusqu'à l'effet de SIVA, pour reprendre l'ordre inverse de tout à l'heure. L'une des particularités, me semble, de tous ces organismes, et de façon différente forcément pour chacun d'eux, c'est que la dimension groupe d'agriculteurs est assez importante dans beaucoup de ces organismes. Quand on parle de GAEC et Société, pour prendre le plus extrême à la limite vu ses fonctions, malgré tout, les sociétés, les GAEC, dont on voit la taille, et moi c'est un des phénomènes que j'ai découvert récemment, le nombre d'associés dans des GAEC ou dans des sociétés qui augmente, faire des sociétés à 4, 5, 6, 7, 8 associés, je ne parle pas de génération, de toute façon 8 générations ce serait difficile. Tout ça, cette question du fonctionnement de l'action collective, non plus dans des logiques de très grands groupes, qui ne sont plus des collectifs comme peuvent l'être les très grands groupes coopératifs mondialisés, effectivement, Champagne Céréales ou d'autres, c'est une évidence. Mais au niveau de relativement petits collectifs ancrés dans un territoire, c'est vraiment pour moi une des questions d'actualité absolue, je dirais, du nouveau siècle. Et ça renvoie complètement à la dualité qui a été signalée tout à l'heure, entre une agriculture de firme ou une agriculture, moi je préfère qualifier d'industrielle parce que c'est plus facilement explicable que de firme, et une agriculture que j'ai envie, par opposition industrielle, de qualifier de civique plus de citoyenne, et en plus ça évite les confusions avec impact.
C'est-à-dire une agriculture qui finalement se définit dans son lien à la société au-delà de la seule production alimentaire. Et l'autre question, c'est que finalement, du coup, si ces groupes se situent dans cette perspective, pour moi, c'est deux pôles d'attraction qui existent, ce pôle industriel et ce pôle civique. Si on se situe dans la société, ça veut dire que les groupes, dans l'avenir, et c'est une des questions, moi, je trouve que jusqu'ici, on a été extrêmement agricolo-agricole dans la discussion. Il me semble qu'aujourd'hui, le mot-clé n'est plus agriculture, mais alimentation pour une bonne part, et que l'autre mot-clé absolument essentiel, de mon point de vue, c'est en fait la question du lien entre des univers différents, agricoles et non agricoles, urbains et rural, etc. Et je crois que finalement, les CIVAM, comme d'autres groupes, ont inventé des façons de travailler. On parlait du PPA, là. Je pense que c'est PAP, APP, double A, bon, oui, mais je suis dyslexique sans doute. Et je pense qu'il faut réinventer des méthodes de travail, des façons d'être, de façons de penser, de partage de connaissances, etc., qui sont adaptés à des enjeux qui ne sont plus que, si j'étais méchant, je dirais corporatistes, on en parlait hier soir, mais qui sont plus des enjeux professionnels. On est dans un monde qui est désormais au-delà du professionnel. D'accord. Bon, merci, Président, pour cette présentation hautement technique et passionnante. Donc, le positionnement des CIVAM au sein de cette famille composite, on va dire, voire recomposée. Je pense qu'on va tous avoir un mot à dire là-dessus. Je vais simplement vous répondre. Moi, mon premier sentiment, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une forme d'injonction qui nous est faite, à nous, CIVAM et à d'autres mouvements, de travailler avec des réseaux comme le vôtre. Et je vais vous dire très simplement, j'y vais avec beaucoup de méfiance. On est très sceptique sur... on veut évaluer la sincérité de vos engagements en cette matière. Parce que vous êtes quand même les représentants d'une agriculture beaucoup de filière, c'est-à-dire essentiellement verticale, totalement opposée au territoire que nous avons prétention à représenter. Ça va faire des étincelles à un moment ou à un autre. Alors cette injonction, elle nous est faite. Il y a sûrement des raisons financières, il y a aussi des raisons politiques que certains d'entre vous vont évoquer. On est très méfiants. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas, mais on est très méfiants. Merci. Oui, je vais illustrer concrètement. Je suis moi-même adhérent GEDA. Les administrateurs FN CIVAM. Donc voilà. On a eu même l'inverse. On a eu un ex-administrateur FN GEDA qui est adhérent CIVAM. Dans notre groupe aussi. Donc localement, on travaille avec le GEDA. Les GEDA nous ont même sollicité pour animer un atelier sur la biodiversité. Mais je rejoins ce que disait Jean-Claude sur l'aspect... on s'est constitué en CIVAM parce que, justement, localement, la première réaction, c'était de dire est-ce que le GEDA pourrait accompagner? On avait un projet sur la biodiversité. On nous a fait comprendre que non, ça n'intéressait personne à l'époque, 2008, c'est pas si vieux, mais voilà. Et puis Total, 2 ans après, ils se sont dit tiens, ce que vous faites, c'est vachement intéressant, on va le présenter aux agriculteurs. Puis finalement, ils se sont rendus compte que donc les responsables notamment qui avaient organisé ça, que si, les agriculteurs étaient demandeurs sur ces questions. Donc, et on a nous-mêmes, dès la Constitution, on a fixé comme règle de ne pas être que des agriculteurs pour intégrer cette question du lien. Et de travailler en partenariat avec, comme la question est la biodiversité, notamment des associations environnementalistes, mais pas dans l'objectif d'avoir recours à une expertise pour l'expertise, mais de voir comment, à terme, accompagner les agriculteurs pour acquérir les connaissances et changer le regard sur leurs pratiques et de voir autre chose que simplement le parasite potentiel. Parce que la biodiversité en grande culture, on la regarde souvent sous cet angle-là. Et finalement, on s'est rendu compte assez rapidement que c'est même des techniciens, des GEDA, qui sont venus nous voir en disant finalement, nous on n'y connaît rien, vous ne pourriez pas aussi nous montrer un peu. Donc on en est arrivé à à travailler agriculteurs, techniciens, tous sur le terrain ensemble, en très bonne relation, parce que voilà, quoi, mais tout en sachant quand même qu'on n'est pas sur... Il y a un moment où il y a un changement d'approche, quoi. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans une dynamique où l'objectif, c'est que on estime que l'agriculteur ne pourra pas
réellement intégrer ces demandes sociales s'il s'approprie pas le sujet lui-même sur son exploitation et qu'il n'en acquiert pas d'une certaine manière les connaissances comme il les a acquis pour faire du productivisme depuis 50 ans. On sent bien quand même dans le conseil que c'est quand même dans l'injonction, ce qui est logique, puisque c'est pour ça qu'ils opèrent aujourd'hui, c'est de permettre aux producteurs qu'on est, donc là je parle plutôt des réseaux type GEDA, de répondre aux demandes des filières. Or nous on s'est constitué justement en CIVAM pour dépasser cette logique de filière, puisqu'on ne s'y retrouve pas. Et c'est pas quelques isolés, on rencontre de plus en plus d'agriculteurs. Pour la plupart, je rejoins, nous dans notre groupe en l'occurrence, on a tous fait autre chose avant, on a tous des formations extérieures à l'enseignement agricole, enfin, ou bien c'est soit l'un soit l'autre, soit on a une formation agricole, on a fait autre chose, ou l'inverse. On rencontre, on entend de plus en plus de personnes qui se sont installées, et puis voilà, faire que du tracteur ou travailler que pour un acte de production où en plus on perd complètement la maîtrise de son activité parce qu'on est soumis à des fluctuations économiques dont on ne maîtrise pas grand-chose. C'est la COP qui décide de tout. Enfin, on a l'impression de ne plus rien maîtriser. Donc on recherche finalement cette légitimité, ce plaisir d'exercer par l'ouverture à d'autres structures et au recentrage sur des attentes territoriales. Et ça, on travaille en partenariat sur des actions ponctuelles, mais pour l'instant, on n'est pas dans les mêmes objectifs, quoi. Donc, et c'est là, pour expliquer la méfiance qu'on a au niveau national, quoi, qui est de se dire, il y a un moment, quand il faut prendre des positions, par exemple, sur des propositions, quand on nous consulte sur qu'est-ce que vous pensez d'une réforme de la PAC, on ne soutient pas de la même manière. Voilà. Donc c'est dans ce sens que sur des actions ponctuelles, je pense qu'il y a des partenariats intelligents qui peuvent se construire, mais de dire que les ONVAR, et de toute façon je ne pense pas que c'est le but, font tous la même chose et vont tous dans le même sens et vont tous travailler main dans la main pour n'importe quel projet, voilà, ça peut pas être. Mais je pense que là-dessus on est sur le même niveau. Merci. Un autre point de vue ? Bon, oui, alors... Pour le travail, c'est vrai qu'il faut nuancer ce qui est fait sur le terrain. Il y a des endroits, il y a des échanges qui se passent, et puis ce qui est fait dans les têtes de réseau. Tram et la FNGEDA ont des actions communes, je pense notamment, mais sur des choses ponctuelles, quand il s'agit, dans le cadre du CASDAR, Mexico, métier en circuit court, quand il s'agit de voir quelles sont les formations possibles, nécessaires peut-être, pour les agriculteurs qui s'engagent sur les circuits courts et de mettre en place avec l'enseignement agricole, puisqu'on parlera sûrement du lien avec l'enseignement agricole, de mettre en place une nouvelle formation pour l'expérience de tram sur certains territoires est importante à faire remonter. Moi, j'ai rien contre le pluralisme. Voilà. Donc les idées, quand les idées s'échangent, c'est très bien. Après, effectivement, sur le fond, il y a forcément des choses qui nous différencient, mais ça, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc c'est vrai que je rejoins Jean-Claude, s'il y a injonction de travailler ensemble, parce que pour obtenir tel financement, si vous n'êtes pas ensemble, vous ne l'aurez pas, ça pose vraiment des questions là. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Content d'être obligé de travailler ensemble. Tu es content d'être obligé de travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, ça ne veut pas effectivement dire forcément poursuivre tout à fait le même objectif. Et ça, je pense qu'on revient à la question de la transparence. Je pense que c'est très important quand on travaille ensemble, de clarifier ensemble à la fois nos objectifs, mais aussi nos méthodes. Et finalement, moi je suis très attachée on parlait d'éducation populaire, etc., à certaines méthodes qui permettent finalement de repenser aussi nos objectifs ensemble. C'est-à-dire que finalement, si on n'a pas les mêmes objectifs, et on le sait souvent par d'emblée, a priori, ces objectifs-là, ils peuvent finalement se croiser, se rencontrer, s'enrichir
ou au contraire se séparer, et que finalement c'est plutôt la méthode qui permet ça. Et donc ça, moi je suis très attachée, c'est pour ça que j'ai rejoint les CIVAM, c'est aussi pour ça, pour l'éducation populaire, pour ces méthodes-là, et puis après j'ai des convictions, effectivement. Merci. Au-delà du contenu précis de la réponse, j'ai retenu au passage quelques mots-clés. C'était autonomie, territoire, qui caractérise la spécificité des CIVAM, si vous voulez. Hein. C'était autonomie, territoire, transparence, et puis ensemble ou échange. Ça ressort, c'est ressorti dans les interventions. Au-delà de la réponse elle-même. Je ne veux pas jouer le consensuel, mais bon, moi je pense pour être un peu dégagé des responsabilités et avoir l'occasion de me confronter dans un certain nombre d'enceintes avec des gens qui sont un peu plus éloignés de la société civile. Moi je pense qu'on est dans une période où toutes les forces de dynamique de territoire et de société auront, à mon sens, un exercice à faire. C'est celui de revisiter des mots comme c'est quoi le progrès, quel sens on lui donne, c'est quoi le développement, c'est quoi la démocratie, et comment on fait réellement société. Et moi, je pense que là, ces questions-là traversent beaucoup des organisations. En repassant, ça fait rebondir clairement sur ces 4 mots sur la question des coopératives. Merci. Alors, d'autres expressions de la salle. Oui. Philippe Collin, Confédération paysanne. Ce mot vient souvent nos coopérations. Alors, il a plusieurs connotations. Mais néanmoins, je crois qu'on est tous avec une formule qu'on a à l'esprit, c'est le fameux mythe de l'unité paysanne. Alors on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas une agriculture, il y a au moins 2 agricultures. On l'évoque, l'agriculture des firmes, de façon schématique, l'agriculture des territoires. L'agriculture aujourd'hui, qui est quand même celle qui a le plus souffert, c'est les petits et moyens paysans. C'est ceux qui ont disparu de façon massive depuis 10 ans. C'est ceux-là qui ont plus dérouillé. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue d'entretenir l'illusion que l'ensemble des paysans ont un intérêt commun, ou est-ce que, et ça se vit déjà sur le terrain, puisque de toute façon la compétition, elle est au-delà de son incantation du ministère en particulier, et puis de ses rouages professionnels, elle est sur le terrain. L'accès au foncier, il est quasi impossible ou très difficile pour les petits paysans, ceux qui ont des projets qui consomment peu d'espace. L'accès au foncier est très facile pour ceux qui en ont déjà beaucoup. Donc là, déjà, on s'aperçoit qu'il y a une opposition et donc la nécessité d'avoir un projet politique. La situation de l'évolution des coopératives, par exemple, elle correspond à un projet qui a été porté par les décideurs, mais qui a été aussi porté par les paysans, qui considèrent que de la même manière que leur ferme n'avait d'intérêt que de grossir, les coopératives devaient grossir de la même manière. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on se donne les moyens de rompre cette logique qui broie tous les plus faibles ? Et comment, à la veille d'élections politiques qui n'ont échappé à personne, on essaye de fédérer l'ensemble des énergies qui œuvrent pour qu'il y ait des campagnes vivantes et solidaires, chacun avec ses spécificités, son domaine d'action, que ce soit un syndicat à vocation généraliste, que ce soit des groupes de développement qui sont sur les territoires, qui réalisent des projets, mais dont on s'aperçoit aujourd'hui quand même que la difficulté qui est vécue, c'est que les moyens, l'incitation, l'accompagnement... Pardon, oui, non, justement, ma question c'était comment on peut fédérer l'ensemble de ces énergies et comment on peut aller porter ensemble à la veille de ces élections politiques. Donc ce projet qui est bien spécifique et qui sera à un moment en opposition avec d'autres projets. Élément de réponse, moi je note bien qu'effectivement il y a 2 agricultures, une agriculture des firmes et une agriculture du territoire. Après, là, ce que Philippe Collin vient de nous dire, je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit pour débattre de répondre à comment on peut porter ensemble, comment on va se rencontrer, on va en parler. Je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, mais j'ai noté, enfin on a noté
Comment? Il faut déjà définir, si on est du côté de l'agriculture des firmes ou celui des territoires. Bon, je pense que là, il n'y a pas trop de... Pour nous, il n'y a pas trop de difficultés à se situer. Quoique, on essaye de faire progresser l'agriculture des firmes également. Il y a des gens qui produisent du minerai, comme on dit, et ces gens-là, ils produisent pour des firmes. Notre vocation, c'est d'accompagner un développement différent sur des systèmes de production. Après, si on arrive à les faire évoluer au niveau de la façon de travailler, pour nous, c'est déjà un bon point. On est quand même à la base sur le développement agricole. Bon, je vois que Françoise s'impatiente parce qu'elle a toujours des choses très pertinentes à dire. Mais voilà, moi, on peut développer longtemps, quoi, là. Je pense qu'il est important de redonner aux politiques son poids. C'est-à-dire que se poser la question, hier on a fait un petit jeu, là il fallait se positionner, est-ce que le CIBAM se positionne politiquement? Moi je me suis mis au milieu parce que je n'ai pas compris la question, c'est-à-dire que nous sommes un mouvement politique dans le beau sens noble du terme. Bon, c'est un peu banal ce que je dis, mais ça fait rien, je l'assume. Nous sommes donc des acteurs de l'organisation d'une agriculture, et finalement ça, je pense que il faut le vivre dans nos engagements. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un consensus, on va travailler avec quelqu'un qui politiquement est différent, etc., qu'on est dans une forme de consensus mou, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, etc. Je pense qu'il faut affirmer que nous sommes un mouvement politique. Par exemple, moi j'entends tout le temps les AMAP, on ne fait pas de politique dans les AMAP. Moi j'entends même nos clients, enfin nos adhérents, nos AMAPiens dire « Ah là, mais non, mais moi je ne fais pas de politique ». Mais moi j'affirme, je confirme qu'une AMAP, c'est hautement politique, dans le beau sens du terme. Donc finalement, nous, à la FNCIBAM, on est un mouvement politique. Un mot plus à définir, donc Denis nous donnait progrès, démocratie, société à définir, et faut aussi définir le terme politique. Bon, je voulais répondre à Philippe Colin. Je ne suis pas sûr, comme tu le disais tout à l'heure, que les premières victimes de la disparition des paysans soient les petits paysans. Statistiquement, non, c'est pas possible. Les statistiques sont... On en reparlera dans les coulisses, mais c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a eu une tendance dans la profession des fabricants de minerais, des producteurs de minerais, considérer un peu la planète comme un lieu d'extraction, on considérait l'environnement comme une donnée, enfin comme quelque chose dans lequel on pouvait piocher définitivement. Les paysans ont été très bons, enfin les agriculteurs ont été très bons dans ce domaine-là, ils continuent à l'être pour certains d'entre eux. Et je me demande s'il n'y a pas aussi, j'ai eu des exemples qui montrent que de la même façon, on a considéré les consommateurs comme des variables d'ajustement dont on n'avait absolument pas à tenir compte dans l'établissement des politiques agricoles. Le consommateur devait consommer ce qu'on lui donnait. Il n'avait pas son mot à dire. Donc, quand, je vais raconter juste rapidement, on a créé en 1990 une association de producteurs fermiers, on a créé un conseil d'administration et on a souhaité y inclure des consommateurs. Pourquoi, comment? On a été la risée de tous les paysans, enfin les agriculteurs traditionnels avec lesquels on travaillait par ailleurs, sur les chantiers de partage. Vous allez vous emmerder avec les consommateurs, vous ne vous rendez pas compte, qu'est-ce qu'ils viendraient dire sur le travail qu'on fait, qu'est-ce qu'ils viendraient dire sur la qualité du produit. Alors, là, il y a quand même un gros travail, je pense que les CIBAM ont largement d'avance dans ce domaine-là, il y a un gros travail de la profession agricole, et il faut réencastrer totalement l'économie agricole dans la société. Elle a été construite à part. Depuis les années 60, elle a été construite à part. Dans ses modes de production et dans ses modes de mise à disposition de ses produits. Ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et ça, je le dis à la présidente de Tram, à la représentante de la FNSEA, il est largement aujourd'hui plus facile pour nous de travailler avec des jeunes agriculteurs, enfin pas tous, mais certains, qui commencent à se tourner vers nous, qu'avec... Quand on a
Un marteau dans la main, on voit le monde comme un clou. Posez le marteau, on commencera à discuter avec vous. Nous avons posé le marteau pour commencer à discuter, effectivement. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat, là, engagement politique, on renégocierait, vous verrez, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le moment là, moi j'emploierais le mot l'importance de l'évaluation qu'on a à faire sur l'intérêt des types d'agriculture. Effectivement, on voit bien qu'il y a une dynamique pour une agriculture de proximité relocalisée, ancrée sur la bio. On sent que c'est parti. Mais je pense que si on regarde l'intérêt de la société, il faut aussi qu'on aille au-delà. Et qu'on essaie de faire évaluer les systèmes de production à partir de critères un peu plus larges que celui du chiffre d'affaires, du volume par actif, et qu'on aille bien regarder l'efficacité économique, comme il l'a dit, au bénéfice du travail, comme l'a dit François, mais qu'on fasse aussi l'efficacité productive, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, parce qu'on peut avoir une bonne productivité à l'actif et ne rien créer, comme ne pas amener de production nette, et je vois dans un certain nombre d'organisations d'exploitation laitière, c'est tout à fait le cas, et je crois que c'est plus l'évaluation environnementale avec ses contre-coups à payer par la société, et si on met en lumière ces constats-là, ces véritables évaluations, je pense que les choix politiques seront plus faciles à éclairer. Non, juste pour aller très vite, parce que je ne peux pas me retenir, parce que cette question du politique dans notre groupe, c'est quelque chose qui est hautement sensible, notamment par notre contexte départemental, où même le directeur de la Fédé dit qu'il aimerait bien avoir plus d'adhérents de la conf, parce que c'est pas bon d'avoir aucun adversaire. C'est pour dire le niveau du pluralisme chez nous. Donc, tout ça pour revenir dans le prolongement de ce que disait Denis. Je pense qu'on ne va pas mener le débat ici, mais il faudra bien définir ce qu'on entend par le politique. Parce qu'on a tous des notions différentes de ce qu'est le politique, quoi. Et moi, je reste attaché qu'il y a des rôles. Alors, on est conscient qu'il y a des échéances, voilà. Mais je pense que, comme disait Denis, on ne peut pas, si on veut faire vraiment un travail d'évaluation profond, et il y a un gros travail à mener parce que le système a été conçu pour accompagner le productivisme. Et si on veut garder cet aspect de centre d'initiative et d'évaluation et tout le travail qu'on mène sur les questions d'indicateurs, de travail qu'a mené notamment Denis sur la fiscalité ou autre, courir plusieurs lièvres à la fois, ça ne rend pas service à tout le monde, et c'est important de bien garder cette notion de développement et de bien faire ce boulot pour qu'après ça serve à tous ceux qui ont envie de s'en servir, que on va dire, de garder qu'une casquette et après être tout de suite étiqueté. Moi j'ai toujours comme souvenir, quand on a rencontré le directeur de la chambre, qui est un agriculteur qui est à côté, qui lui dit c'est quoi les CIVAM? Il lui a dit, tu vois, les GEDA, c'est la Fédé, et les CIVAM, c'est la conf. On est la plupart asyndiqués dans le groupe, dont certains sont même Fédé. Donc, quand on entend ça, on se dit, voilà, ça pose quand même problème, quoi. Oui, Jean-Marc Bureau, administrateur à CIVAM. Je pense que dans le débat en ce moment sur l'organisation actuelle, c'est important de parler de la nouvelle organisation qu'on a déterminée depuis 2 ans avec le réseau agriculture durable. Parce que c'est un réseau dont a parlé Jean-Yves Friot tout à l'heure. Et puis, c'est très très important pour nous. On ne fonctionne plus en parallèle. On a défini une certaine répartition des rôles. Et ça serait important d'en dire 3 mots. Quand même Quentin qui en parlait. Moi juste, effectivement, là, il faudra qu'on parle un peu de l'évolution, parce qu'on était dans l'histoire des CIVAM aussi, de ce qu'on fait maintenant et comment on fonctionne maintenant depuis le départ des mises à disposition. Donc le travail avec le réseau en général. On a été réduit les derniers temps
cette mise à disposition. Et donc on a perdu 5,5 TP. Voilà, bon, il fallait remplacer tout ça. Donc de nouveau, le lien avec le réseau et le travail avec les animateurs locaux, des groupes et des régions pour continuer à porter nos valeurs, à travailler sur ces problèmes qu'on a évoqués et qu'on évoque encore là, sur ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on défend ou pas. Ça ne vient pas, c'est pas uniquement le conseil d'administration, hein, c'est bien l'ensemble du réseau qui réfléchit et qui nous fait remonter ces sensations. Et voilà. Donc maintenant, pour le lien avec le RAD, Quentin, je suis vachement bref. Système économe autonome, ça fait 3 mots. Donc effectivement, comme l'a dit Jean-Marc, depuis 2 ans, on a essayé, avec aussi la fin des MAD, qui implique aussi de redéfinir un peu le projet et le fonctionnement associatif. Donc on se rendait compte globalement qu'il y avait le réseau agriculture durable, donc qui est des CIVAM, qui porte de manière très forte et reconnu, y compris au niveau institutionnel, sur des champs d'économie et d'autonomie d'intrants, sur les systèmes herbagés historiquement, mais qui s'élargit sur d'autres champs, avec une reconnaissance par de l'implication dans différentes démarches, des partenariats avec la recherche, des programmes comme Ecophyto, HVE et autres. Et puis la FNCIVAM qui porte des actions comme l'accueil, les circuits courts et autres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de mieux assurer la coordination, l'échange entre ce qui se faisait sur un réseau, on va dire, vocation essentiellement technique. Je fais simple, alors au risque de caricaturer. Et donc des champs plus sur le développement rural, comme ça peut se faire sur les FM, au niveau des projets portés au niveau de la FM. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une évolution avec un portage associé et donc un élargissement des missions, des champs de portage du réseau agriculture durable des CIVAM. C'est-à-dire que maintenant, ça va être porté au niveau on appelle une commission système de production économe et autonome, qui portera, qui coordonnera les différentes activités, donc les activités historiques du RAD, que sont les systèmes herbagés économes et autonomes, les grandes cultures économes, et puis des projets qui ont émergé au niveau plus des FNCIVAM sur l'agriculture durable moyenne montagne et agriculture durable en zone Méditerranée, pour là aussi couvrir la diversité de l'agriculture, commencer à couvrir la diversité de l'agriculture française, parce qu'il y aurait d'autres champs à explorer certainement. Et puis, donc toute cette réflexion sur les systèmes qu'évoquait Denis notamment, et sur l'évaluation de la notion de progrès, de développement. Et puis, un portage conjoint avec des administrateurs de chaque du RAD présent au CA de la FNCIVAM et inversement, pour s'assurer du lien, et qui est vraiment un travail en synergie au bénéfice de l'ensemble du réseau. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je laisserai aller. Juste. Très bien. Alors, juste deux mots, j'ai une réponse à amener aux jeunes du premier, deuxième rang sur HVE et Ecophyto. C'est pas parce qu'on participe au comité de pilotage qu'on est forcément. Alors je vous invite à regarder la question. Commence par poser la question. Tu connais ton public. Ouais, je connais mon public. La question n'a pas été posée, mais j'y réponds déjà. Je vous invite à regarder les résultats des fermes, des CIVAM et du RAD sur HVE. Et vous verrez que nous, on ne s'est pas positionné, mais les résultats font, et notre grille de lecture, les résultats font qu'on a eu quand même quelques difficultés avec les gens qui les avaient mis en place. Voilà. On a vu ces chiffres. Là, bon, je vois que maintenant ils sourient, ils disent oui. Avant, quelle question vous avez envie de poser? Donc, question plus ou moins de l'extérieur, parce que je suis un ancien MAD.
Il y a un mot, moi, qui me semble manquer. J'aimerais savoir ce que vous pensez pour l'avenir du thème de l'éducation populaire. Le réseau parle d'autonomie. Dans l'autonomie, il y a l'autonomie de décision. Et pour qu'il y ait toujours cette autonomie de décision, cette indépendance, j'ai peur que l'amalgame entre le positionnement politique et l'absence un petit peu, qui me semble un petit peu, alors c'est peut-être mon côté ancien MAD, Hussard, qui tentait que j'en ai qui me fait dire ça. Voilà, ce matin, je vais reprendre un terme qu'on m'a dit ce matin, dans les CIVAM, on ne parle pas de développement, on le fait. J'ai trouvé ça plutôt pertinent et voilà, j'aimerais que vous commentiez un petit peu ça et que vous me parliez toujours d'éducation populaire. Il n'y a plus de MAD, il y a des salariés, vous parlez d'autonomie, notamment d'autonomie de décision. Quelle place dans l'éducation populaire à l'avenir? L'éducation populaire, Denis a présenté tout à l'heure un travail qui avait été aussi approfondi hier sur la nécessité de revisiter des mots qui vont plus loin que le mot, d'ailleurs, démocratie, développement, société. Ça, c'est du travail d'éducation populaire à mes yeux. Aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est une définition que j'ai à l'esprit en permanence. Déconstruire pour ne pas détruire. Parce qu'on est devant des alternatives probablement assez radicales dans les années à venir, des choix, je ne veux pas dire qu'on va vers le sort des Grecs, mais il faut s'interroger en tant que paysan sur ce qui peut nous arriver. Et cette déconstruction là, de ces mots, je pense que s'interroger sur ce qu'est la démocratie, sur ce qu'est le progrès, sur ce qu'est le développement, sur ce qu'est la société, comment on fait. Ça relève de la... Alors, il faudrait que il faut, peut-être l'a-t-on déjà fait, peut-être l'a-t-on développé, il faut qu'on se construise des outils. Du coup, ça relève plus de la technique. Au lieu de travail, au niveau national, effectivement, dans les FR, dans les groupes de base, ça fonctionne comme ça dans les années à venir, sur ce travail-là de se réapproprier les mots, parce que c'est un travail idéologique indispensable. Et ça, je ne sais pas si je reprends ta question, je ne suis pas sûr de l'avoir compris. D'accord. Diffusion du savoir. Diffusion et c'est la construction. La construction de ce savoir, d'un savoir commun. Il n'y a personne qui peut nous dire. Moi, il n'y a personne qui peut me dire ce que doit être ma vie. Donc je suppose que c'est pareil pour toi. Et chacun des mots-là, ça font partie de ma vie. Je veux qu'on en discute. C'est plus une devise au front d'un bâtiment public. Elle devient un peu plus compliquée que ça. Oui, moi j'ai envie d'introduire là le mot réciprocité. Parce que bon, on parle de diffusion du savoir. Enfin bon, moi je préférais peut-être partage, échange de savoir. On parle d'échange de pratiques, etc. Je pense que la notion de réciprocité est très importante. Alors la réciprocité, ça ne veut pas dire l'exacte corrélation, l'exacte correspondance entre ce qui est nommé contenu et participation. Enfin, c'est pas, ça se superpose pas complètement, mais je pense que la notion de réciprocité est très importante. On reste au niveau des choix stratégiques et d'identité. Est-ce qu'à partir de là, on peut descendre sur le fonctionnement, s'il vous plaît? Ce serait intéressant. Oui. Mais bon, la question de l'éducation populaire, telle qu'elle a été imaginée dans les années 50, avec ce terme de vulgarisation, je pense qu'effectivement, ça fait un certain temps qu'on est bien au-delà de cette dimension de l'éducation populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est une façon, non pas de diffuser des connaissances, ou même de les partager, mais c'est une façon de les construire. C'est-à-dire qu'on est au-delà de, quelque part, moi je sais des trucs, et puis je vais te dire ce que je sais, et éventuellement on échange. C'est-à-dire, si on parle d'une agriculture territoriale, cette agriculture devient complètement devient à construire à chaque fois localement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des connaissances qu'on va mobiliser qui viennent d'ailleurs. Mais c'est là où, à mon avis, en termes de... C'est la grande différence aujourd'hui que moi je fais en tant que... quand c'est à la fois enseignant et puis intéressé par les organismes de développement, entre des organismes, je ne précise pas nécessairement lesquels,
qui sont dans cette logique de la construction locale de la connaissance par agglomération de savoir qui viennent de plein de coins, mais également du lieu lui-même, et des organismes qui restent dans des logiques de conseil. Et ça renvoie à une des questions qui était posée tout à l'heure, et moi sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse continuer à discuter, qui est la relation particulière entre agriculteurs et salariés dans un groupe. Je pense que hier, le salarié était un porteur de savoir et un adaptateur du savoir au contexte local. Aujourd'hui, c'est un accoucheur des savoirs locaux. Et ça, c'est un métier nouveau et auquel, je dois l'avouer, nous ne formons pas les ingénieurs dans les écoles aujourd'hui suffisamment. Voire, nous ne les formons pas du tout. Et nous ne les formons pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous de formation scientifique, enfin les enseignants sont de formation scientifique et d'une science qui s'est totalement, on parlait de la coupure entre l'enseignement agricole et les territoires, mais s'il y a une coupure que je dirais presque au moins aussi dramatique, sinon plus, c'est la coupure entre l'univers scientifique et l'univers des territoires, des gens, des lieux. Et ça, c'est une coupure qui est absolument dramatique. Et pour reconstruire ce lien, il ne faut pas que vous attendiez les scientifiques. J'aurais la même demande que faisait Dominique Pesat tout à l'heure. C'est à vous d'aller chercher les scientifiques et de les sortir du laboratoire, quand bien même ce laboratoire est un champ. Merci. Voilà enfin une proposition concrète de fonctionnement, au moins pour les salariés, devenir accoucheur des savoir-faire. Alors, pour faire le lien justement avec le fonctionnement, deux points qui vont venir en écho. Un point pour moi, l'éducation populaire, en fait, quand elle se fait notamment au CA, pour faire le lien avec le CA de la FNCIVAM. C'est-à-dire que moi, l'évolution et quelques-uns de notre groupe qui ont pu participer à des rencontres au niveau national, à chaque fois on est revenu en se disant si on est découragé, on se rend compte que par l'échange, il y a des tas de choses qui se font partout et il ne faut pas laisser tomber, quoi. Donc je ferai un lien avec un fonctionnement concret qui a tendance du CA de la FNCIVAM qui a tendance à s'améliorer maintenant. C'est que toutes les régions et la majorité des diversités des systèmes de production soient représentées au sein du CA. Parce que l'éducation populaire ne peut se faire que si on partage au sein du CA une vision représentative de ce qu'est la FNCIVAM. Or, ce n'est pas encore le cas. Il y a des régions qui ne sont pas représentées au niveau national. Donc la coupure, la compréhension du fonctionnement du réseau, et pour moi, l'éducation populaire, elle se fait à tous les échelons. Elle se fait autant dans le groupe local que dans l'échange au niveau régional et national. Et les salariés sont essentiels. Je suis bien placé pour le dire, étant dans un groupe qui depuis 4 ans vit que sur le bénévolat. Mais en même temps, on a vu hier la représentation salariés agriculteurs. Je suis bien placé, même si je suis céréalier, et donc on peut me considérer que j'ai quelques avantages par rapport aux éleveurs pour me rendre disponible. Mais je pense que c'est important que les agriculteurs participent aussi au temps fort et aux actions. C'est-à-dire que quand on organise on a par exemple des commissions de rencontres qui sont au niveau national sur des sujets, c'est à 90% des salariés qui les suivent. L'éducation populaire, c'est aussi quand c'est des agriculteurs qui viennent pour avoir leur tour concret et l'appréhension, parce qu'il y a les salariés sont essentiels et font avancer et apportent une expertise, apportent un regard et permettent vraiment d'alimenter. Mais si on veut vraiment aller sur cette question de l'animateur de réflexion, et que si l'agriculteur n'est pas associé, que c'est toujours le salarié qui refait le transfuge, la réflexion qui a un niveau jusqu'à l'ailleurs, il y a un biais et ça ne peut pas fonctionner, on sera toujours dans du dessin. Et une petite anecdote très récente pour illustrer cette question-là, en fait, on peut avoir l'impression qu'on se la pose que dans les CIVAM, ça peut nous faire mousser aussi. Le RAD des CIVAM s'est retrouvé invité il y a une semaine à la Commission européenne pour réfléchir à comment intégrer dans la PAC l'innovation en agriculture et s'assurer que la PAC favorise la transmission de l'innovation aux agriculteurs et soit bénéfique pour les agriculteurs. Et grande nouveauté, ils n'avaient pas invité que des chercheurs, ils avaient invité aussi des réseaux, des représentants de développement, de conseils agricoles et des agriculteurs. Et à ma grande surprise, cette notion d'évolution du métier est ressortie par plusieurs participants.
de plusieurs pays, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans de l'accompagnement et du transfert de savoir technique pur, et qu'on était maintenant dans l'accompagnement au changement, et notamment au niveau européen, il y avait des nécessités d'aller que des animateurs ou des conseillers puissent aller organiser des visites dans d'autres pays d'Europe pour voir ce qui s'y fait et organiser le retour et pour voir comment adapter des choses faites ailleurs dans le cas concret d'une situation locale d'un territoire et de voir avec les agriculteurs comment transférer ce savoir. Donc c'est une réflexion qui est présente, il y a des outils qui pourront être amenés à se mettre en place. Et je pense que là aussi, ça pourra être un rôle au niveau national d'essayer de favoriser à ce que le réseau mobilise ces outils au niveau du terrain. Mais effectivement, un chantier, mais la bonne nouvelle, c'est que globalement, le chantier semble partagé, même au-delà de la France. On voulait demander à François Léger, qui aurait un œil extérieur au mouvement CIVAM, de nous donner quelques mots de conclusion. Alors moi j'ai juste François Léger, on l'a fait venir parce qu'il est président bien sûr du comité scientifique etc. Et puis c'était un peu pour partager, je sais le dire aussi, hein, mais là j'ai pas le temps, pour partager avec justement les régions, les groupes, les animateurs régionaux, les administrateurs des groupes, pour qu'ils comprennent cette articulation au niveau de la FNCIVAM, du CASDAR, et voilà, du travail qu'on est du plan national de développement agricole et rural, donc, qui est financé CASDAR, qui est le financement de la base de la Fédération nationale, et le lien donc avec le ministère. Donc, voilà. Bon, je ne parlerai pas forcément des liens avec le ministère, parce que je ne suis pas le ministère, hein, que les choses soient claires. Le Conseil scientifique est un organisme qui a un mandat d'indépendance. Donc on a été effectivement... J'ai été désigné par le ministère et quelque part je me suis dit qui je peux mettre dans le Conseil scientifique par rapport à la diversité des organismes, etc. Néanmoins, en matière d'accompagnement, enfin de travail ensemble, on a essayé effectivement en tant que conseil scientifique, au-delà des missions de jugement qui nous étaient confiées sur les programmes, de contribuer à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les organismes sont différents, pour autant il y a un certain nombre de thématiques qu'ils partagent et ça valait le coup d'essayer d'engager, d'accompagner et d'accoucher du débat entre les organismes en quelque sorte. Mais par rapport à cette conclusion, moi je voudrais revenir sur une chose. Ce qui est frappant dans l'histoire des CIVAM, quelque part, c'est l'invention, c'est quand même l'une des organisations qui a contribué fortement en France à inventer cette idée d'une agriculture territoriale. Il y en a eu d'autres, qui ont eu des itinéraires différents, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement la question de l'éducation populaire, qui au départ, quand les hussards noirs, je trouve que je suis également hussard noir de la République, mais plutôt en milieu ouvrier qu'en milieu paysan, mes parents. L'éducation populaire, c'était d'abord de remplir les tronches, quoi. Hein, faut quand même appeler un chat, et pas non plus refaire une histoire idéale. Les hussards noirs, c'était des gens qui avaient pour mission d'ancrer quelque chose dans la tête des gens, et dans le monde agricole, ça a été le modèle productiviste, au même titre que les autres hussards noirs de la Jacques. Et ce qui est intéressant pour moi dans les CIVAM, comme dans d'autres organismes, je le répète, c'est quelque part ce glissement, cette évolution. Et c'est une évolution qui est d'abord pour moi une évolution humaniste. Et c'est en ce sens-là que je serais prudent avec les frontières des institutions, des groupes, etc. aujourd'hui, parce que quelque part, l'écrasement du monde agricole tel qu'il s'imaginait dans les années 50, 60, 70, par la logique industrielle, on en a parlé pour la concentration coopérative, etc. Moi, j'ai rencontré autant de gens préoccupés par le détachement des coopératives du principe un homme, une voix à la FNSEA qu'à la Confédération paysanne, voire même qu'à la coordination rurale. Et finalement, l'ébranlement du monde de l'unité paysanne n'est pas un problème de division entre deux pôles. Donc ça, c'est une première chose. Donc, je crois que nous entrons dans un monde qui est profondément transformé. Le monde agricole,
qui s'est constitué en 1945, qui s'est renforcé en 1960, ben, il est aujourd'hui fini. C'est-à-dire, il n'y a plus, enfin, comme disait Madras, il n'y a plus de paysans. Donc il faut les réinventer complètement ou inventer l'agriculture de firme. Chacun son truc. Parce que, bon... Et ce qui est clair, c'est que l'agriculture de firme laisse paradoxalement dans son développement les espaces pour une autre agriculture. En tout cas, il n'y a plus de milieu. Et le problème, c'est que nous devons inventer aujourd'hui des formes d'animation, des formes de construction du partage et de la création de connaissances, des formes de nouvelles façons de faire du coopératif, qui ne sont plus que strictement agricoles. Je pense que, quelque part, la garantie de la dérive, c'est probablement que les coopératives ne soient plus que agricoles, par exemple, ou que monocentrées. Et finalement, ce monde qui est inventé, je trouve que les CIVAM font partie des lieux qui ont été innovants, non seulement sur les techniques, on l'a vu avec le bio, on l'a vu avec l'agriculture durable ou autre, mais qui sont innovants dans leur histoire, dans leur transition d'un univers à un autre. Et cette innovation dans les modes de fonctionnement, je pense que si j'avais quelque chose à demander au CIVAM en tant que président d'un conseil scientifique, c'est de continuer à être des innovateurs particulièrement performants dans ce champ-là. Parce que les champs d'agriculture ont un autre métier, une autre fonction. Les coopératives actuelles, la fonction de conseil qui est de plus en plus dans les coopératives, c'est un autre mode et une autre fonction, mais qui s'alimentera demain de ce qui sera créé dans les CIVAM. Et l'enjeu, je dirais, politique, s'il y en a un de l'heure, et moi, en tant que président du conseil scientifique, j'essaierai de pouvoir défendre cela, c'est de dire attention à ce que, finalement, au nom d'une espèce de simplification administrative généralisée, on ne laisse pas de côté la fonction d'innovation en termes organisationnels, en termes cognitifs, en termes conceptuels, qui est portée par toute une série d'organismes et dans lequel moi je mettrais volontiers la totalité des ONVAR aujourd'hui, élargie à d'autres organismes, si j'avais la possibilité de dire un peu plus que mon point de vue. Et quand je dis d'autres organismes, des organismes qu'on connaît, et l'autre chose qui me frappe aujourd'hui, alors moi c'est quelque chose auquel je suis attentif depuis plusieurs années, c'est qu'émergent aujourd'hui des réseaux informels d'agriculteurs innovants, qui sont des réseaux qui se refusent à des modes classiques d'organisation, mais qui ont trouvé dans Internet un instrument formidable de mise en réseau. Et s'il y a un mot à conserver pour moi dans les CIVAM, c'est n'oubliez jamais que les CIVAM ne peuvent exister que s'ils sont en réseau. Et que tout ce que vous nous avez raconté sur votre histoire, c'est d'abord l'histoire d'un réseau avant d'être une histoire de groupes locaux ou indépendants. Et le dernier point, c'est que je parlais de l'agriculture civique, vous parlez d'une agriculture citoyenne et territoriale. Il me semble que derrière ça, il y a une idée fondamentale qui est celle que les agriculteurs soient des créateurs de valeur ajoutée, mais pas au singulier, de valeurs ajoutées au pluriel. Et cette question de la valeur ajoutée au pluriel, elle me paraît aujourd'hui se situer dans un univers qui n'est plus l'univers que nous connaissions hier d'un monde paysan en dialogue éventuel avec d'autres mondes, mais d'un monde paysan qui est de plus en plus intégré aux autres mondes. C'est-à-dire le comportement matrimonial, le comportement éducatif, le comportement patrimonial dans la façon de penser les successions, etc. Aujourd'hui, des agriculteurs, il est de plus en plus urbain. La façon dont les agriculteurs aimeraient ou pensent la question des loisirs, de la culture, etc., il y a de moins en moins de différence entre les urbains et les agriculteurs. Et donc la question, c'est est-ce qu'on doit encore parler demain de développement agricole? C'est la question que j'aurais envie de vous poser au final. Merci beaucoup pour cette conclusion et on remarque de la pertinence. On remercie l'ensemble de nos témoins. Merci à tous les